Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va aborder l'assemblage HDR d'images réalisées avec des temps de pause différents. On est tous confrontés, hein, surtout quand on débute et qu'on souhaite faire des beaux objets du ciel, typiquement la nébuleuse d'Orion, la galaxie d'Andromède. On fait des pauses longues dessus pour avoir le maximum de signal possible, et puis quand on la publie, on se prend à peu près à coup sûr un commentaire en disant Ah oui, c'est joli, mais c'est cramé. Tu n'as pas décramé le cœur ou la région du trapèze, et du coup, tu as perdu des détails sur l'image. Et c'est bien pour ça que la technique HDR existe, ça permet de combiner des images avec un temps de pause court pour avoir beaucoup de détails, et des images avec un temps de pause long pour avoir beaucoup de signal sur les nébuleuses ou sur les galaxies. Et on va voir ça ensemble, et on va voir ça avec PixInsight et avec Photoshop. Allez, c'est parti. Bienvenue donc dans ce tuto où aujourd'hui on va aborder la combinaison en HDR des images. La combinaison HDR, alors pour High Dynamic Range, c'est-à-dire grande plage dynamique, ça vise à combiner plusieurs images réalisées avec différents temps de pause pour réussir à décramer les zones qui sont totalement saturées sur l'image. Alors c'est un problème auquel on n'est pas régulièrement ou souvent confronté dans les images astrophoto, puisqu'on photographie des objets qui sont très faiblement lumineux, donc qui en général ne saturent pas le capteur, en dehors de quelques grosses étoiles qui peuvent être dans le champ. Mais en général, les galaxies ou les nébuleuses sont très très faiblement lumineuses, et même avec des temps de pause d'un quart d'heure, d'une demi-heure, c'est très rare de réussir à saturer véritablement le capteur. Alors, ce phénomène se produit quand même sur quelques objets, évidemment, quelques objets parmi les plus lumineux, ou alors qui sont suffisamment lumineux et compacts pour produire cette saturation sur des poses longues. Alors les plus connus, c'est évidemment la nébuleuse d'Orion, c'est l'image sur laquelle on va travailler aujourd'hui, là qui est au stade linéaire. J'ai activé le STF. Si je désactive le STF, voilà, donc l'image là est vraiment, c'est des pauses de 600 secondes, et avec des pauses de 600 secondes, le capteur au centre, dans la zone du trapèze, est totalement saturé, totalement cramé, ce qui signifie que toutes les zones qui sont ici, dans cette région, sont au maximum de luminosité du capteur. Donc en réalité, on a perdu toutes les informations, tous les détails qui étaient présents dans cette zone, puisqu'ils sont tous noyés dans la luminosité des quatre étoiles du trapèze au centre qui sont très brillantes. Alors, avec des pauses de 600 secondes, évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir enregistrer un signal suffisant dans les extensions plus faibles de cette nébuleuse, puisqu'il y a la partie centrale qui est très brillante, et puis il y a les extensions autour qui sont toutes plus ténues, qui sont plus difficiles à mettre en évidence avec des temps de pause courts. Donc on est quand même obligé, sur cet objet, de recourir à des temps de pause qui sont longs. Faire 600 secondes, 900 secondes, voire plus, pourquoi pas. Mais dès qu'on dépasse quelques minutes de pause, peut-être même une minute, après tout dépend de la luminosité aussi de votre instrument. Sur un instrument très ouvert, ça sera peut-être juste quelques secondes ou quelques dizaines de secondes, le capteur évidemment sature sur les zones les plus brillantes. Malgré tout, ces images en pause longue qu'on fait là sur Orion, mais par exemple ça pourrait être aussi le cas sur la galaxie d'Andromède, sur M31, où le noyau de la galaxie est beaucoup plus brillant que les extensions lointaines qui sont assez faibles. C'est le même principe. Au bout de quelques minutes de pause, les extensions vont commencer à bien ressortir, mais le noyau de la galaxie, lui, sera totalement cramé, totalement saturé, on aura perdu tous les détails dans le noyau. Et évidemment, quel que soit l'objet en question, c'est très préjudiciable, parce que, évidemment, un objet aussi intéressant que Orion ou que la galaxie d'Andromède, sauf à vouloir obtenir un rendu très naturel, entre guillemets, qui respecte vraiment les différences de luminosité des différentes zones, c'est un petit peu dommage de se priver de tous les détails qui sont très intéressants dans ces zones centrales ou dans le noyau de la galaxie. Un exemple aussi fréquent, c'est la nébuleuse planétaire de l'œil de chat, qui est très très brillante au centre, mais beaucoup plus faible en périphérie, et ça oblige également de recourir à une technique de combinaison d'images. Alors, sur cette image-là de 600 secondes, on voit que tous les détails, hein, comme je disais, sont totalement noyés dans le centre. Est-ce qu'il y a une manière de s'en sortir? Heureusement, oui. Et c'est justement la technique qu'on va voir aujourd'hui, c'est la technique du HDR, c'est-à-dire de recombiner plusieurs images à réaliser avec des temps de pause différents pour obtenir à la fin une image qui, à la fois, combine tous les détails dans la zone qui est saturée sur les pauses longues, et tous les détails, toutes les extensions, tout le signal qu'on a sur les pauses plus longues. Typiquement, pour montrer un petit exemple de ce à quoi on peut obtenir, alors
Là, les 2 images n'ont pas été traitées avec le même soin, hein, donc voilà, il y en a une qui est plus qualitative que l'autre, au-delà du fait qu'il y ait le HDR. Sur l'image de gauche, on voit bien ce qu'on peut obtenir avec une image classique, on va dire c'est une image de la nébuleuse que j'aurais pu obtenir si j'avais pas réalisé de pause courte pour pouvoir rattraper les détails dans la zone centrale. On voit que la zone centrale là, est beaucoup plus brillante et est complètement saturée, on perd les détails. Dans l'image de droite, c'est une image qui a été réalisée avec une combinaison HDR, et ça permet de conserver toutes les extensions dans le fond de ciel. Alors là c'est mon image finale, donc comme je disais, elle a été mieux traitée que l'image de gauche qui est faite juste pour l'exemple, mais on voit qu'on a récupéré tous les détails dans cette zone centrale ici. En sachant que l'exemple que je donne là est un peu extrême parce que c'est la combinaison HDR vraiment stricte. On pourrait aussi envisager de mixer ces deux versions pour remonter un petit peu la luminosité dans le fond de ciel, un peu mieux respecter la dynamique de luminosité de l'objet. Ça après c'est au goût de chacun. Alors comment est-ce qu'on fait pour réussir une image HDR? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que ça se passe déjà, c'est quelque chose qui doit être anticipé déjà au moment de l'acquisition. Pour réaliser cette combinaison HDR, ça implique évidemment d'avoir plusieurs images, puisqu'on va combiner plusieurs images réalisées avec des temps de pause différents. Donc, sur vos objets, que ce soit M42, M31 ou n'importe quel objet que vous souhaitez faire en réalité en HDR, il va falloir réaliser vos pauses longues, comme d'habitude, voilà, vraiment en se concentrant sur cette série de pauses longues, puisque c'est elles surtout qui vont déterminer le résultat d'ensemble de l'image, en termes de signal, en termes de bruit, etc. Et il faut réaliser en complément une ou plusieurs séries de pauses courtes. Alors, vous n'êtes pas obligé de multiplier les temps de pause sur la série de pauses courtes. L'essentiel, c'est d'arriver à décramer suffisamment, à limiter au maximum la saturation du capteur, et donc de privilégier des temps de pause qui ne reviennent pas à reproduire le même problème. Par exemple, là sur Orion, j'avais réalisé plusieurs séries de temps de pause, 600 secondes, à 300 secondes, à 30 secondes, 5 secondes, et même 1 seconde, en me disant que voilà, j'arriverais précisément à décramer totalement la zone centrale du trapèze, et que je verrais bien au traitement ce qui était le plus simple à utiliser. Bon, après il y avait d'autres contraintes sur cette image, parce que je l'avais mixé avec une autre image réalisée avec un autre instrument, où c'était des temps de pause de 300 secondes, donc je voulais avoir une référentielle, sinon j'aurais peut-être pas doublé 600 et 300 secondes, mais en tout cas, on voit que sur l'image à 600 secondes par rapport à celle de 300, on décrame un petit peu le centre, mais la zone qui est saturée reste quand même très présente. Et c'est pour ça que j'avais réalisé alors une série de temps de pause avec 30 secondes, et on voit tout de suite la différence. Sur la série de 30 secondes, là, j'ai ma région du trapèze qui est quasiment décramée. Les étoiles en elles-mêmes restent saturées, parce qu'elles sont très brillantes, et même en 30 secondes, ça suffit pour les saturer. Donc j'avais réalisé des temps de pause plus courts, 5 secondes, d'1 seconde. Voilà, c'est pas obligatoire. L'essentiel, c'est en tout cas de réussir à retrouver tous les détails, voilà, qui sont là dans la région centrale, qui est totalement cramée sur les deux autres images. Si je prends par exemple pour montrer la série réalisée avec un temps de pause à 5 secondes, on voit que là, bon, j'ai récupéré du détail sur le trapèze, j'ai bien mes 4 étoiles qui sont bien distinctes, qui sont pas en pâté ici un petit peu informe comme sur l'image à 30 secondes. Donc voilà, je sais que c'est une image que je peux aussi également utiliser dans ce cadre-là. En réalité, l'image de 300 secondes n'apporte pas grand-chose, l'image de 30 secondes et l'image de 5 secondes, ça va permettre de décramer la zone centrale avec les détails, et l'image de 5 secondes, ça va permettre de décramer les étoiles elles-mêmes. Si on souhaite aller jusque-là, ça n'a rien d'obligatoire. Quelques conseils complémentaires pour l'acquisition elle-même. C'est tout d'abord, comme on vient de le voir, c'est que plus vous allez multiplier le nombre de séries de pauses courtes à des temps de pause différents, plus le traitement pourra éventuellement être complexe. Alors une fois que vous maîtrisez bien la technique, en réalité ça sera pas plus complexe de faire 3-4 séries de pauses que 2. Mais il faut se poser la question de savoir si c'est nécessaire. Surtout, là on voit qu'entre la pause de 30 secondes, ça permet d'avoir suffisamment de signal pour garder un bon rapport signal sur bruit dans les zones qui vont être décramées, parce que c'est important aussi, il faut se soucier d'avoir un bon rapport signal sur bruit dans les zones qu'on va décramer. Si c'est pour révéler des détails, mais avec un niveau de bruit qui est très mauvais, ça va pas améliorer énormément l'image finale. Donc il faut quand même garder ça en tête, c'est que les séries de pauses courtes, on peut se permettre de faire moins de pauses au global, moins de temps de pause au global que la série de pauses longues, parce que justement on cherche à obtenir des détails sur des objets, sur des zones qui sont très brillantes. Donc il y a plus de luminosité, il y aura un meilleur rapport signal sur bruit dès le départ,
mais il faut quand même réaliser un nombre de pauses suffisant pour enlever suffisamment le bruit dans ces régions qu'on va chercher à révéler sur l'image de temps de pause long. En revanche, pour les séries de, par exemple là, de 5 secondes ou de 1 seconde pour décramer les étoiles, il n'y a vraiment pas besoin de faire énormément de pauses. De toute façon, il y aura très peu de bruit dans ces zones-là, dans la zone des étoiles à proprement parler. Voilà, donc les quelques principes: réaliser plusieurs séries de temps de pause différents, au moins 2. Réaliser suffisamment de pauses longues, c'est-à-dire concentrez-vous sur les pauses longues, réalisez une bonne série de pauses courtes pour avoir un bon rapport signal sur bruit, mais sans verser dans l'excès, entre 20-30 images en général, ça suffit pour réduire déjà considérablement le bruit dans ces zones-là et avoir un très bon résultat. Et après, descendre sur des temps de pause très très courts, à la limite du lucky imaging, c'est plus pour récupérer des étoiles, pas forcément des détails, parce que le rapport signal sur bruit avec des pauses de 1 ou 5 secondes est très faible, et on voit bien la différence de bruit sur l'image de 5 secondes par rapport à l'image de 600 secondes, c'est bruité partout. Donc c'est vraiment sur les zones les plus lumineuses qu'on se concentre. Donc voilà, gardez ces petits conseils en tête pour l'acquisition. Plus vous soignez encore une fois vos acquisitions, plus vous réfléchissez, que vous anticipez les difficultés que vous allez rencontrer lors du traitement au moment de l'acquisition, plus le traitement derrière sera simple. Et évidemment, si votre but c'est de réaliser une image en couleur, et que vous utilisez un capteur monochrome, et ben il faudra faire cette même combinaison HDR pour tous les filtres, à la fois pour la luminance et pour les images RGB. Si vous utilisez un filtre H-alpha en complément, sur certains objets, il y a quand même très peu de chances, à part peut-être sur la nébuleuse d'Orion encore une fois, qu'avec des filtres très restrictifs, vous ayez un capteur qui soit saturé. Mais si ça arrive, eh ben, il faut aussi se résoudre à le faire pour le filtre H-alpha. Et enfin, pour les séries justement de pause courte en RGB, privilégiez un temps de pause commun pour les 3 filtres, quel que soit le rendu, la réponse de votre capteur sur chacune des couleurs. Ça facilitera grandement les choses également au traitement. Alors on va voir aujourd'hui la technique HDR sur PixInsight, mais également sous Photoshop, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'utilisent pas forcément PixInsight, et les objets justement sur lesquels la technique du HDR elle doit être utilisée, c'est les objets qu'en général on a tendance à faire le plus quand on débute. C'est M42, M31, c'est vraiment des grands classiques du ciel. Donc c'est important de savoir le faire sur Photoshop, même si vous débutez, que vous n'avez pas PixInsight. Alors, je signale quand même que cette technique de HDR, elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace à mettre en œuvre sur PixInsight que sur Photoshop. Pourquoi? Alors vous allez dire que je suis un pro PixInsight encore une fois, mais là c'est vraiment, je peux le justifier de manière vraiment rationnelle et argumentée, c'est que la combinaison HDR sous PixInsight, on va la réaliser au stade linéaire de l'image. On va combiner les images entre elles au stade linéaire. Alors que sous Photoshop, on ne peut pas travailler sur les images au stade linéaire, c'est des images de 1 seconde ou 5 secondes, même sur la nébuleuse d'Orion. Sous Photoshop, quand vous l'ouvrez, ça sera juste tout noir. Donc en fait, vous ne pourrez pas travailler sur ces images-là, on en avait déjà parlé. Donc la combinaison sous PixInsight, on va la réaliser au stade linéaire de l'image, avec toute la subtilité qu'offre cette technique, puisqu'on n'a pas encore tiré sur les curseurs, donc les niveaux sont assez proches les uns des autres, et on va pouvoir combiner ces images de manière très subtile et très fine entre elles. Sous Photoshop, on pourra obtenir aussi un bon résultat, mais par contre on devra travailler sur des images déjà délinéarisées, ce qui est toujours un petit peu plus compliqué pour mixer des images ensemble, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des zones de transition un peu plus visibles. Mais si c'est fait correctement, normalement ça se fait très bien. Alors, on va commencer avec PixInsight pour réaliser la combinaison HDR de ces images. Et quand on a vu que la 300 secondes n'apportait pas grand-chose en réalité en termes de détails dans les zones centrales d'Orion, on ne va pas l'utiliser. On va utiliser uniquement les pauses longues de 600 secondes, les pauses de 30 secondes, et puis les pauses de 5 secondes. Et on va tout de suite reprendre le process Screen Transfer Function, parce qu'on va en avoir besoin, parce qu'on travaille en linéaire. Alors, pour réaliser cette combinaison HDR avec PixInsight, c'est important de travailler sur des images qui sont en mode linéaire et qui sont sorties d'empilement. Il ne faut pas avoir fait d'autres traitements dessus, il ne faut pas avoir réduit les étoiles, il ne faut pas avoir commencé à augmenter les détails, modifier le bruit, etc. On va vraiment chercher à obtenir, à mixer les différentes images, et une fois l'image HDR réalisée, là on pourra travailler dessus. Les seuls traitements qu'il faut avoir appliqué sur ces images, c'est évidemment de les avoir réalignées entre elles. Il faut que toutes les images, les différentes séries de temps de pause que vous allez combiner soient parfaitement réalignées. Donc avec ça, je vous apprends rien, vous utilisez le process Star Alignement, vous prenez votre image temps de pause long
comme référence et vous venez appliquer le process star alignement sur toutes vos autres images avec des temps de pause différents. C'est vraiment fondamental, c'est que en activant le cas échéant, la correction de la distorsion, etc. Il faut vraiment que toutes vos images soient parfaitement réalignées, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que c'est préférable également sur vos images de réaliser un retrait de gradient au préalable. Pourquoi? Parce que même si normalement on ne va pas modifier des grandes zones de l'image, des petites zones de l'image, il faut mieux déjà corriger les gradients de manière à ce que s'il y a certaines zones de l'image qui soient mixées entre elles, il n'y ait pas des différents gradients qui viennent se mixer également. Alors sur Orion là, il y a très peu de risques et c'est quasiment pas indispensable de le faire parce qu'en réalité les zones qui vont être modifiées, elles sont ici et il y a assez peu de gradients. Mais pour bien respecter, bien faire ça au mieux, on va quand même appliquer un process de retrait de gradient sur chacune des images, donc avec ABE. On va prendre une modélisation la plus simple possible, et puis on va venir soustraire et remplacer l'image directement. Voilà, je fais ça pour mes 3 images. Voilà, et là j'ai 3 images qui sont déjà corrigées au niveau du gradient, parfaitement alignées, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, il y a quelques tutos que j'ai déjà dit, à ce stade-là, pour traiter l'image, il faut que votre image soit vraiment sortie de pré-traitement. Alors comment est-ce qu'on fait quand ça se cumule, par exemple, quand on veut utiliser Blur Exterminator, ou qu'on veut faire une mosaïque? Parce que dans tous ces tutos, j'ai dit, il faut vraiment travailler sur l'image en sortie de pré-traitement. Alors, il faut prendre les choses bien dans l'ordre. On peut imaginer que vous avez fait une mosaïque avec des temps de pause différents, par exemple sur Orion, typiquement. Dans ce cas-là, le plus simple, c'est de créer les mosaïques pour chacun des temps de pause, différemment, et ensuite de faire la recombinaison HDR ensuite, et ensuite de faire Blur Exterminator. Dans le même esprit, ça sert à rien d'appliquer Blur Exterminator avant de faire la combinaison HDR, parce qu'on va potentiellement retoucher à certaines zones de l'image. Donc faites votre combinaison HDR, et ensuite Blur Exterminator. Voilà, petite précision. Alors maintenant que ces opérations sont faites, on va pouvoir procéder à la combinaison HDR des images à proprement parler. Si après le réalignement, vous avez des bandes noires autour, donc faites plutôt le retrait de gradient avant de faire l'alignement, comme ça vous n'aurez pas de bandes noires et ça sera mieux modélisé. Si une fois l'alignement effectué, vous avez des bandes noires sur votre image, là on voit qu'il y a quelques bandes noires en haut sur les images de 30 secondes et de 5 secondes, c'est pas un problème, ça va se gérer très bien par le process de recombinaison HDR. Donc pour recombiner ces images, on va utiliser le process HDR composition, et on vient dedans renseigner donc toutes nos images. Alors là j'ai 3 images avec 3 temps de pause différents. Si vous mettez que 2 images, si vous avez que 2 images, mais il faut au moins qu'il y ait 2 images. Ça c'est évidemment, c'est le principe, c'est indispensable. Et on va mettre les images avec le temps de pause le plus long en haut, et on va les ranger par ordre décroissant de temps de pause. Ouais, je vous recommande de les classer par ordre décroissant, en sachant que quand l'option Automatic Exposure Evaluation est activée, le logiciel va de lui-même reconnaître les images avec les temps de pause les plus longs et les retrier, les remettre dans le bon ordre si jamais elles sont pas dans le bon ordre. Mais bon, par acquis de conscience, moi je vous recommande de les mettre quand même par ordre décroissant de temps de pause. Si vous avez des zones noires sur votre image, des bandes noires, etc., c'est important de garder l'option Reject Black Pixel activée, comme ça ne va pas tenir compte des zones avec des pixels noirs, que ce soit des bandes ou des problèmes de réalignement ensuite d'image, et ça n'en tiendra pas compte pour la recombinaison. Donc ça peut être important. Pareil, je vous conseille à ce stade-là de générer une image HDR 64 bits. Alors 64 bits, c'est beaucoup, hein. Habituellement on traite en 32 bits sous PixInsight, et puis en 16 bits sous Photoshop, et puis souvent on sauvegarde en 8 bits à la fin. Pourquoi je vous conseille de garder une image en 64 bits? C'est parce que vous allez combiner des images avec différents temps de pause, avec différents types de signaux, et donc on va chercher à avoir quelque chose des transitions les plus subtiles possibles entre toutes ces zones-là. Une fois que ça aura été fait, que vous aurez travaillé sur votre image HDR, vous pourrez sans problème la réduire plus tard à 32 bits, 16 bits, 8 bits, etc. Mais à ce stade-là, pour conserver le plus de richesse possible, je vous recommande moi de conserver l'image en 64 bits. Pareil, je vous conseille de laisser activer l'option Output Composition Mask parce que ça va vous générer les masques qui ont été utilisés pour mixer les différentes images, et vous pourrez comme ça vérifier que c'est bien les bonnes zones qui ont été prises en compte, que c'est pas trop grand, pas trop petit, et éventuellement s'il y a des défauts, on pourra venir jouer ensuite après sur ces options-là pour affiner un petit peu les résultats. En sachant que les options qui sont là par défaut, le threshold, c'est-à-dire le seuil à 0,8, en général, dans 99% des cas, ça donne d'excellents résultats
donc il faut mieux pas trop le toucher. Mais si vous voyez que vous avez une image où il y a une prise en compte du fond de ciel, que ça arrive un petit peu comme une superposition de deux images, alors que ça fait pas un vrai mixage sur la zone concernée, mais que le fond de ciel aussi autour est altéré, il faudra venir jouer sur ce niveau de seuil. Ça arrive en réalité très très peu souvent, moi ça ne m'est jamais arrivé. Pour tout vous dire, les seules fois où ça m'est arrivé, c'est où j'ai modifié le trait sol pour faire des essais et pour justement voir à quoi servait cette option. Le masque, pareil, la douceur du masque, qui par défaut est à 7, est très bien. Si vous voyez que le mixage ne se fait pas tout à fait correctement, soit que c'est trop dur, soit que c'est trop mou, à ce moment-là, vous pouvez venir jouer sur le masque smoothness. En sachant que plus vous allez adoucir le masque, plus la combinaison va être douce, et moins les détails vont être réellement intégrés dans l'image. Donc si vous faites un masque trop doux, vous n'aurez pas une bonne intégration. À l'inverse, si vous faites un masque trop dur, vous aurez une bonne intégration, mais avec des zones de transition qui risquent de se voir. Donc il faut trouver un bon compromis par rapport à ça, si les valeurs par défaut ne donnent pas de bons résultats, ce qui, de manière générale, n'est pas le cas, puisque les valeurs par défaut donnent en général d'excellents résultats avec ce process. Pareil pour Mask Growth, donc la taille des zones masquées, c'est à utiliser pourquoi pas en combinaison avec le smoothness au-dessus. Bon, voilà, à voir, encore une fois, si les résultats obtenus ne sont pas bons, on peut venir jouer avec ces options, mais de manière générale, moi je vous conseille en première intention de ne pas y toucher, parce qu'elles donnent souvent les meilleurs résultats. Donc une fois qu'on a dit tout ça, on va pouvoir lancer le process et réaliser notre combinaison HDR. Donc voilà, la combinaison HDR a été réalisée, hein, le process est très rapide, hein, ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire, et il me sort deux images de masque et une image HDR. On va regarder déjà les masques, juste pour bien comprendre. Quand vous faites une combinaison HDR avec seulement deux images, il va générer un seul masque. Le masque est utilisé pour mixer les deux images. Si vous rajoutez des images supplémentaires, 3, 4, 5, et il générera autant de masques que vous avez d'images, enfin, votre nombre d'images moins 1 masque, parce qu'il va d'abord mixer l'image temps de pause long avec l'image temps de pause intermédiaire, avec un masque spécial, qui en l'occurrence est celui-là, on voit que la zone vraiment saturée est bien isolée, et puis ensuite il va mixer l'image temps de pause intermédiaire avec le temps de pause le plus court, et là le masque se réduit, hein, puisque là ça en vise uniquement les quelques étoiles, notamment les étoiles du trapèze qui restaient saturées sur la version 30 secondes. Petite chose importante à remarquer aussi, c'est que sur ces masques, il y a beaucoup d'étoiles qui sont prises en compte. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de zones saturées sur l'image temps de pause long aussi pour certaines étoiles, pareil sur l'image de 30 secondes, donc il y a des modifications qui sont faites. Alors, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce qu'il va falloir venir vérifier quand même que les étoiles en elles-mêmes n'ont pas été altérées lors de cette composition HDR par justement ce mixage. Alors comme en réalité, les étoiles les plus brillantes, elles sont de manière générale toujours saturées, que ce soit sur des pauses de 5 secondes, 30 secondes, 10 minutes, ça va pas changer grand-chose, ça va remplacer des zones saturées par d'autres zones saturées. Donc là, je peux fermer mes deux masques et j'ai mon image HDR qui a été créée. Donc là, on est toujours en linéaire, hein, et je vois que par rapport à mon image de 30 secondes, si j'enlève le STF, mon image de départ, c'était ça. J'avais une grande zone qui était saturée ici, et sur mon image de 30 secondes, c'était beaucoup plus réduit. Là, sur mon image HDR qui mixe ces trois résultats, je vois que sur l'image qui est sortie, je retrouve bien toutes mes étoiles qui étaient bien présentes sur ma version 5 secondes. Avec ce niveau de détail-là, voilà, je retrouve bien le bon niveau de détail. Alors, qu'est-ce que j'obtiens en termes de résultat global? Je peux faire un petit STF. Voilà, je retrouve mon image de départ, hein, de 600 secondes. Alors, j'ai un doute sur le fait que ce soit réellement 600 secondes ou 900 secondes sur ces poses-là en réalité, mais peu importe. Sur mon image temps de pause long, j'avais beaucoup d'extensions. Je les retrouve toutes ici. Là, si la qualité de votre écran et la qualité de la capture d'écran surtout permet de bien voir ce qu'on voit ici, on a des zones qui semblent pixelisées. Alors en fait, c'est juste un problème de rendu. Ça, STF, c'est pas du tout un problème de qualité d'image, c'est des défauts qui ne sont pas, qui ne sont pas réels. Hein. Ça, on va dire, c'est bien dû à l'affichage et pas au mixage HDR. Le mixage HDR, il a eu lieu que dans les zones où on a vu concernées par le masque et pas du tout dans les zones de fond de ciel. Là, si je reprends mon image donc de 600 secondes et que je viens jouer sur un petit peu pour baisser les niveaux, pour voir un petit peu mieux visualiser les zones cramées, on voit que j'arrivais rapidement à quelque chose où je mets en évidence les zones très saturées de l'image. Si j'applique cette même transformation sur l'image HDR, on voit que je peux bien descendre les curseurs jusqu'à obtenir des détails très très fins, jusque dans le cœur, jusque dans les étoiles,
du trapèze. J'ai retrouvé voilà toute cette zone-là, elle est bien, les détails ont bien été réinsérés. Et surtout, voilà, avec le STF, on peut venir jouer un petit peu comme ça avec pour vraiment visualiser le fait qu'il n'y a pas de zone de transition trop brutale avec cette composition. On voit que là, c'est totalement indécelable. Si on ne sait pas que c'est une image HDR, on s'en doute si on fait un peu d'astro, parce qu'on sait qu'on peut pas obtenir des extensions comme ça partout sur l'image avec un niveau de sans saturer le cœur. Mais si après tout on connaît pas cette technique, on peut vraiment se dire que c'est une image qui a été faite en une fois. C'est-à-dire que le mixage des deux images, l'intégration des détails dans l'image temps de pause longue est totalement indécelable. Alors on va venir regarder quand même les étoiles, parce que on a vu qu'il y avait certaines étoiles qui étaient prises en compte. Voilà, on voit que ça n'a pas apporté d'artefact, au contraire, ça a amélioré ces étoiles-là, parce que là, l'étoile qui est dédoublée maintenant sur notre version HDR, elle était pas du tout dédoublée sur la première image. Je les remets là pour qu'on voit bien. Voilà, là ici c'était un gros agglomérat avec les deux étoiles. Là, les deux étoiles, elles sont bien séparées. Voilà, donc à ce stade-là, on obtient une image qui est très bonne. En fait, voilà, c'est fini. C'est pas excessif, c'est pas vraiment pas compliqué et c'est très rapide à faire. Et cette image-là, ensuite, on peut lui appliquer, continuer de la traiter en lui appliquant tous les traitements qu'on fait habituellement, sous de la déconvolution, sous Blur Exterminator, éventuellement du retrait de gradient complémentaire, la montée d'histogramme, le rehaussement de détail, etc. En sachant que, en ce qui concerne le rehaussement de détail, les images qui sont combinées avec du HDR, ça se prête excessivement bien à l'augmentation des détails au moyen du process HDRMT qu'on avait abordé dans une autre vidéo, et qui consiste justement à venir jouer sur différents niveaux de structure, de luminosité de l'image. Et donc ces combinaisons-là, en général, se prêtent excessivement bien, on va dire, à l'utilisation de HDRMT derrière pour rehausser les détails. Par exemple, si je fais juste une application très rapide là sur cette image, alors je vais juste au préalable la délinéariser, juste très simplement, voilà, comme ça, pour pouvoir travailler avec le process HDRMT, parce qu'on va travailler en HDRMT plutôt au stade non linéaire de l'image. Si je viens lui appliquer, tout de suite, normalement, le résultat, voilà, est tout de suite très visible. On réussit à conserver voilà, des beaux détails partout dans la nébuleuse, la luminosité est un petit peu atténuée, et pour en savoir plus sur cette méthode justement de rehaussement des détails, je vous renvoie sur le tuto dédié que j'avais fait spécialement là-dessus, parce que il y a des modes après de combinaison, de mixage qui peuvent être plus intéressants, notamment pour ces objets-là, pour conserver un peu plus de luminosité tout en rehaussant les détails. On va faire juste un exemple un petit peu complémentaire pour illustrer ce que je disais tout à l'heure au niveau du réglage des options avec cette image-là, alors qui n'a pas été faite avec le même setup, qui a été faite avec une autre caméra et une autre lunette, donc c'est pas le même cadrage. Et on va essayer, alors comme elle est en HDR aussi celle-là, j'avais fait des temps de pause différents à l'époque aussi pour cette image-là, donc elle est décramée bien jusqu'au centre. On va essayer de combiner cette image temps de pause long avec cette image-là. Donc la première chose que je vais faire évidemment, c'est de lui enlever les gradients, ça c'est fait. Je vais ensuite venir l'aligner avec Star Alignment. Voilà, je me retrouve avec une image qui est bien recadrée. Bon, par contre, on voit que là, il y a beaucoup de zones noires aux alentours. Cette image, je la sauvegarde, et donc je vais venir réutiliser le process HDR composition. Alors, non plus avec ces images-là, et j'ai ajouté mon image, voilà, du coup, réalignée et sauvegardée. Donc j'ai remis là les paramètres par défaut pour le threshold et autres, et on va juste voir ce que ça fait de ne pas mettre l'option Reject Black Pixel. Ça va donner un résultat en général qui va être altéré soit dans certaines zones, soit voilà, sur les étoiles. Et là en l'occurrence sur les plus grosses étoiles qui sont pas dans le champ du coup de l'image qui est ici, on voit que le masque il est fait sur l'image temps de pause long, et toutes les zones voilà, qui ne sont pas prises en compte dans le masque, dès qu'on sort du cadre là, de l'image temps de pause court, et ben il y a des problèmes sur les étoiles. Donc d'où l'intérêt de bien voilà, venir rejeter les pixels noirs pour ne pas avoir de problème à ce niveau. Pour illustrer également l'influence du threshold, je vais venir le descendre assez fortement comme ça pour avoir un exemple vraiment un peu caricatural, mais assez représentatif de des problèmes auxquels on peut être confronté. On voit déjà les problèmes sur le masque, on prend beaucoup trop de zones en compte pour l'intégration, le mixage des images, et on se retrouve voilà typiquement avec voilà, un magnifique cadre sur l'image temps de pause court, des problèmes potentiellement sur les étoiles, et voilà une image qui n'est pas du tout intégrée correctement. Voilà, vous ne devriez pas avoir ce problème avec les valeurs par défaut, la 0,8, voilà. Bon,
En moralité, ne touchez à ces options que si vous constatez des problèmes pour essayer de les résoudre. Et c'est important de bien comprendre ce qu'on fait à la fois sur le seuil, ça c'est assez intuitif, et puis sur le masque en lui-même qui peut être utilisé. Quant à l'image elle-même qu'on obtient avec cette combinaison-là, avec les deux images réalisées avec des temps de pause différents et des focales différentes, bon, bah, on se rend compte là aussi qu'on n'a pas de problème particulier, c'est grosso modo le même résultat qu'avant, avec des détails qui sont bien intégrés sur l'image. Là, si j'augmente un petit peu, on voit qu'il n'y a pas vraiment de zone de transition qui sont visibles. Attention, alors là, on est sur des setups différents, les étoiles n'ont pas la même forme, donc ça commence à créer des petits artefacts autour des étoiles. Éventuellement, sur une combinaison de ce type, pour vraiment optimiser les choses, on pourrait recourir à une combinaison en starless, éventuellement sous une réserve quand même essentielle, c'est que certains process de starless, sur des images qui sont très saturées comme celle-là, vont avoir tendance à prendre beaucoup de zones qui dépassent très largement les étoiles elles-mêmes, notamment les halos, potentiellement certaines zones au centre de la nébuleuse d'Orion, et si vous n'avez pas que des étoiles, mais également des zones de nébuleuse qui sont prises en compte, à ce moment-là, le process en starless n'est pas possible, parce que derrière, quand vous allez réintégrer vos étoiles, bah, vous allez aussi venir réintégrer cette luminosité dans le centre de la nébuleuse, et c'est précisément ce qu'on a cherché à gommer avec cet assemblage. Petite précision également, parce que la question revient assez fréquemment, c'est est-ce que dans le cas d'une combinaison HDR comme ça, il faut faire un linear fit de ces images avant de les assembler? Alors la réponse est simple, non, pas du tout, surtout pas, puisque le linear fit, il va venir essayer d'aligner les histogrammes, les différentes images par rapport à une image de référence, et ce qu'on cherche ici, c'est justement à conserver les histogrammes des images intacts pour les recombiner et avoir une plus grande plage dynamique. Si on vient donner de la similarité à tous les histogrammes sur les différentes images, on perd tout l'intérêt de cette technique, donc non, pas de linear fit avant de faire la combinaison d'images. Voilà, bah avec PixInsight, c'est terminé, hein. Alors il faut juste, si on, comme je disais, faire autant de fois ce process qu'on a de couches à traiter. Si vous êtes avec une caméra couleur, bah, ça se fera en une fois. Si vous êtes avec une caméra monochrome, il faudra le faire pour chacun des filtres, mais ça pose pas de difficulté particulière. On va maintenant passer sous Photoshop pour montrer comment on réalise cette technique avec Photoshop. Alors, comme je le disais au départ, il y a quelques petites différences avec PixInsight. La plus importante, c'est évidemment qu'on doit travailler avec des images qui sont déjà délinéarisées. Donc sur les images qui sont là, j'ai déjà appliqué mon petit coup de Blur Exterminator, j'ai déjà appliqué ma petite réduction de bruit, et j'ai fait une montée d'histogramme, on va dire, bon, voilà, un petit peu rapide là pour l'exemple, mais on s'applique évidemment pour la montée d'histogramme sur la version pause longue, pour bien avoir les extensions, bien avoir tout ce qu'il faut là où il faut. Et puis sur la version, là on va utiliser la version de 30 secondes pour faire le mixage, on fait une montée d'histogramme sans chercher à tirer trop sur l'histogramme. Le but, c'est vraiment de conserver des détails dans la zone qu'on va remplacer sur l'image pause longue. Donc si on tire trop sur les curseurs et qu'on vient cramer, pareil, la zone sur l'image pause courte, bah ça perd tout son intérêt, hein. Donc il faut faire une montée d'histogramme, pas du tout identique à la montée d'histogramme pause longue, faire une montée d'histogramme voilà, qui conserve bien les différents détails de l'image. On va la travailler avec l'image 30 secondes, parce qu'on verra si on cherche à décramer en plus le trapèze, ça se fait un petit peu de la même manière, mais on va commencer déjà avec cette image. Alors, pour mixer nos deux images ensemble, on va venir faire un CTRL-A, CTRL-C, donc on va copier juste une autre image, CTRL-V pour la coller par-dessus l'image pause longue. Et on va venir créer un masque de fusion en cliquant sur le petit bouton qui est là. On va sélectionner de nouveau notre image pause courte, Alt-clic pour venir sélectionner le masque de fusion, CTRL-V pour coller, CTRL-D pour désélectionner, on n'a plus besoin d'avoir quelque chose de sélectionné, et on va venir travailler pour créer un masque pour pouvoir intégrer précisément cette image-là sur l'image de départ. On voit que déjà avec le masque qu'on a créé, par rapport à notre image de départ, si on l'applique tel quel, on voit que dans le centre, on obtient déjà les détails ressortent, mais évidemment l'assemblage là est tout à fait mauvais, hein. Donc il faut qu'on retravaille un petit peu sur ce masque. La première chose, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'isoler précisément la zone qui doit être remplacée, donc typiquement la zone ici. On va commencer par appliquer un petit flou gaussien à l'image pour vraiment la débarrasser de ces étoiles. Donc là j'étais à 25, il faut apprécier, il faut que les étoiles soient quasiment disparues. Et puis, on a quelque chose qui est comme ça, déjà un petit peu flouté. On va venir remonter un petit peu peut-être les niveaux. Alors on va assombrir d'une part le fond de ciel pour gommer les petits défauts dans le fond de ciel, et puis on peut retirer un petit peu sur le masque ici,
pour pouvoir venir reflouter à nouveau. On va faire le même flou gaussien que la fois d'avant, voilà, pour avoir un masque qui soit bien progressif, qui soit suffisamment lumineux dans les zones où il faut laisser passer les détails, et suffisamment sombre dans le reste. S'il reste quelques petits défauts, comme on voit ici, là, les étoiles, là, on ne peut pas trop les prendre en compte, on peut juste se permettre de venir mettre un petit coup de pinceau rapide sur ces zones-là. Voilà, on ne veut pas que ça soit pris en compte, c'est pas grave s'il y a quelques zones qui dépassent un petit peu, mais en tout cas, là, voilà, on a un masque qui est propre. Et maintenant qu'on a ce masque-là, eh ben, on voit déjà que ça fonctionne directement, hein. Là, on a réussi à réintégrer proprement les détails dans le centre, ainsi que dans les zones un peu plus périphériques. Toutes les zones qui sont ici prises en compte dans le masque, eh bien, elles sont réintégrées, l'image pose courte est réintégrée par-dessus l'image pose longue. Et on voit bien tout de suite la différence. Alors, créer ce masque en lui-même, c'est pas très compliqué, on vient de le voir, ça se fait vraiment en quelques secondes. Après, si on veut raffiner, là ici, il faut prendre un petit peu plus de temps. Alors, on pourrait vouloir raffiner en se disant que c'est un petit peu trop brillant quand même au centre par rapport aux zones qui sont autour. Alors, si c'est ça, il y a plusieurs techniques. La première, c'est déjà de jouer sur le pourcentage d'opacité. On peut aussi considérer qu'on décrame trop dans le milieu, que c'est trop sombre, et que les détails ressortent un peu trop. Du coup, on peut réaugmenter un petit peu, en diminuant l'opacité, la luminosité d'ensemble, mais ça se fera au prix des détails les plus lumineux, qui sont dans les zones les plus lumineuses et qui vont être recramés à nouveau. Une alternative, c'est de jouer sur le masque en venant tout simplement diminuer la luminosité de ce masque. Et pour ça, c'est pas compliqué, on tire un petit peu le curseur gris à droite, et on obtient un nouveau mixage, alors qui est plus concentré sur la zone directement ici de la nébuleuse. Alors par rapport à la version précédente, hein, je le montre, avant que je modifie les niveaux sur le masque, j'étais comme ça, et là je suis comme ça. Alors, ça peut être satisfaisant ou pas satisfaisant, encore une fois, hein, tout dépend de ce que vous souhaitez faire. Si vous trouvez que c'est encore un petit peu trop prononcé, c'est pas très difficile, on peut venir reflouter éventuellement le masque pour diluer un petit peu plus encore, répartir encore un petit peu plus la manière dont est étalée l'information, et donc du coup la fusion des deux images. Enfin, autre technique complémentaire hein, qu'on peut utiliser, c'est tout simplement de venir prendre le pinceau, vous prenez un rayon géant, voilà, qui va venir prendre toute la nébuleuse, vous le mettez en opacité de 10, en étant bien en mode noir, et vous venez comme ça assombrir toute la nébuleuse. Voilà, l'intérêt de prendre un grand pinceau et de venir comme ça flouter toute la nébuleuse, ça permet vraiment de diminuer la luminosité de toutes les zones de la même manière. Et on se rend compte là que juste avec une petite opacité comme ça supplémentaire, on est venu diminuer un petit peu l'intégration de l'image pose courte. Si vous trouvez encore une fois que là c'est trop lumineux au centre, eh ben, alors on va arrêter de jouer sur le masque, on peut jouer directement sur l'image elle-même, toujours avec les niveaux, et on peut venir diminuer la luminosité de l'image pose courte. Voilà, directement en jouant sur les curseurs ici, et on obtient quelque chose, voilà, d'un petit peu plus doux. Et évidemment, c'est des techniques qu'on peut combiner. On peut envisager de diminuer la luminosité de l'image pose courte, tout en augmentant la luminosité du masque. Voilà. Et on voit que par rapport à l'image qu'on avait précédemment, voilà, on est venu assombrir un petit peu plus. La zone centrale est un petit peu moins brillante. On a une intégration ici qui est correcte sur l'ensemble de l'image. Et surtout, comme on utilise des masques très progressifs, on n'a absolument pas de zone de transition, on n'a pas de zone très marquée, où on voit vraiment la réinsertion de l'image sur l'image pose longue. Alors on va voir quand même comment combiner avec le temps de pause le plus court, là qui vise vraiment uniquement les étoiles. On va venir sélectionner notre image, on la copie, on la colle, pareil que pour le calque précédent, et on va venir créer un masque de fusion ici, alors pas comme tout à l'heure, mais en appuyant sur Alt, et en cliquant toujours sur l'icône ici. Ça nous met un masque de fusion totalement noir, et comme on vise uniquement une zone très précise avec quelques étoiles, on n'a pas besoin de s'embêter à venir faire un masque d'étoiles, un masque de fusion en floutant, etc. On va juste pouvoir se contenter de sélectionner clairement la petite zone qui est ici. Donc là, on reste sélectionné sur le masque qui est ici, on va inverser pour passer en blanc, et on va se permettre de pouvoir mettre un petit coup avec il faut que ça soit assez petit pour pas justement déborder trop sur ce qui est autour.
avec une opacité, voilà, 67, c'est pas trop mal. Et on va venir travailler ici sur le masque, hein. Donc là, je reste, l'image est bien affichée, mais par contre, je travaille uniquement sur le masque. Et ici, je peux venir, voilà, travailler sur mon masque et définir que c'est bien cette zone-là que je veux conserver. Mon masque ici, une fois que c'est réalisé, je peux venir le flouter pour avoir quelque chose de progressif. Alors là, il va falloir le flouter beaucoup moins, hein, que ce qu'on a fait avant, parce que c'est une petite zone. Mais si je le floute suffisamment pour qu'il n'y ait pas de zone ensuite de transition qui soit trop visible, voilà, je vais dézoomer un petit peu parce que là, on ne se rend pas forcément compte de ce que ça fait. Et je repasse sur mon image. Donc là, on voit que voilà, mes étoiles, elles ont été encore un petit peu plus affinées. Par contre, dans la zone qui est autour, voilà, ça commence à baisser un peu trop en luminosité. Donc dans ce cas-là, on peut se permettre de reprendre le masque ici et de venir jouer comme tout à l'heure sur les niveaux en descendant les niveaux. Si le centre n'est pas assez lumineux, on peut se permettre de le tirer un petit peu comme ça. Voilà, pour vraiment recentrer sur les étoiles tout en diminuant la zone sur laquelle ça vient s'appliquer. Et ici, on voit que c'est à peu près réussi. On peut diminuer un petit peu l'opacité si on veut améliorer encore un petit peu les zones de transition. Et voilà, là on a un résultat où on est venu, alors je suis un peu trop zoomé pour que ça se voit, mais là par exemple si je repasse comme ça, voilà, on est venu redécramer encore un petit peu la zone centrale, et au final on a là une image donc, qui combine des pauses de 600 secondes, de 30 secondes et de 5 secondes juste pour la région du trapèze. Et même chose, vous pouvez sauvegarder votre image et continuer à la traiter sous Photoshop de la même manière qu'une image habituelle. Ce qui est vraiment important sur Photoshop, on l'abordera un peu plus quand on fera un tuto dédié vraiment au traitement sous Photoshop ou aux étapes de finalisation sous Photoshop, c'est vraiment la progressivité. Quand on travaille comme ça avec des calques, ce qui est important, c'est le côté progressif des calques. Il faut vraiment pas que ce soit des ajouts avec des calques trop marqués, avec des zones de transition trop fortes. Il faut que le mélange vraiment il soit harmonieux. Il y a beaucoup de manières de jouer sur les calques. Alors quand on travaille en plus avec des masques de fusion, on peut venir jouer sur l'opacité du masque de fusion, on l'a vu là en venant gommer directement, en remettant une petite couche par-dessus le masque de fusion. Si on veut travailler plus précisément d'ailleurs sur le masque de fusion, on peut tout à fait sélectionner, là je vais prendre ce masque-là, on peut tout à fait sélectionner ce masque-là, le copier, et puis venir faire une nouvelle image, on le colle, et voilà, on aplatit l'image, et on peut voilà, recréer un nouveau calque et venir encore retravailler, par exemple, retirer des étoiles, etc. On peut, et une fois qu'on a finalisé cette image, on vient la réintégrer en tant que calque dans l'image pour pouvoir la travailler comme on veut. Donc on a la possibilité de venir travailler vraiment comme on veut sur les calques. On peut jouer sur l'image elle-même, sur les niveaux de luminosité, sur l'opacité, beaucoup de fonctionnalités différentes qui permettent d'obtenir le résultat qu'on veut. Si vous voulez encore peaufiner un petit peu ces réglages-là, alors ça se fait couche par couche, hein, calque par calque, et puis vous pouvez aussi voilà, venir faire une copie de votre arrière-plan, sélectionner, rendre visible toutes les calques qui vous intéressent, et venir fusionner les calques visibles. Vous vous retrouvez avec votre image de départ et votre image que vous avez modifiée. Et vous pouvez encore jouer à ce niveau-là, voilà, sur le pourcentage sur lequel vous voulez intégrer l'image mixée. Par exemple, à 100%, on voit que c'est peut-être un petit peu sombre dans la nébuleuse et un petit peu brillant sur le trapèze. Bon, bah, on peut venir remonter un petit peu comme ça, jouer sur les curseurs, et puis arriver à un résultat qui vous plaît. L'essentiel, c'est que vous arriviez à un résultat qui soit cohérent et qui vous plaise surtout. Avec quand même une petite réserve, c'est que si dans le mixage final, vous vous êtes rendu à devoir baisser à moins de la moitié le pourcentage de votre image HDR, c'est que probablement vous avez raté une étape quelque part. C'est que l'assemblage il n'a pas été fait comme il faut, parce que normalement, sur une image qui est déjà mixée, voilà, vous pouvez venir retoucher un petit peu, on va dire entre 70, 80, 90%, voilà, typiquement sur des valeurs un petit peu, là je suis dans une zone voilà, où on pourrait, tout ça, ça serait acceptable, hein. Après ça c'est des préférences personnelles, mais on voit que à 100% c'est un petit peu fort. À partir d'ici, je suis à 87, c'est pas mal, et puis si je remonte un petit peu, là c'est plus pour équilibrer des luminosités, mais voilà, on va dire qu'un bon compromis, ça serait autour de 75%. À 75%, je suis pas mal, hein. J'ai quand même conservé beaucoup de détails, j'ai beaucoup de détails qui sont là, les zones de transition sont invisibles, et c'est pas choquant au niveau du résultat. Donc,
Voilà, si vous êtes à moins de 50%, c'est peut-être qu'il faut mieux reprendre le mixage de votre image HDR. Voilà, bah, on en a fini pour ce tuto sur l'assemblage HDR. C'était pas excessivement compliqué, il y a des petits trucs à connaître, surtout pour Photoshop, parce que sous PixInsight, voilà, c'est quand même beaucoup plus simple et rapide. Sous Photoshop, il y a quelques petits trucs à connaître, mais ça se fait très facilement, et c'est exactement la même technique selon que ça soit M42, M31 ou d'autres nébuleuses planétaires pour lesquelles vous avez besoin de faire l'opération. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Allez, salut!